Merci à vous pour cet accueil pour les acteurs et pour le réalisateur. Alors j'espère que vous êtes remis de vos émotions parce que j'ai revu la fin et je suis encore un peu bouleversé. Et du coup, le principe c'est que je vais commencer par poser quelques questions aux réalisateurs et aux acteurs et que vous pourrez ensuite poser les vôtres. Donc on va commencer avec une petite question pour Antonin Baudry. Comment on se retrouve à réaliser un premier film d'une telle ampleur? Bonsoir. Ça vient ça vient d'une passion et aussi d'une immersion. C'est-à-dire que j'ai découvert le monde des sous-marins en immergeant dans un sous-marin et j'ai passé plusieurs dizaines de jours sous l'eau à essayer de comprendre comment ça marchait. J'étais tout de suite fasciné par la beauté des images et des sons que j'entendais et j'ai tout de suite voulu en faire un film. Et puis après, à partir de là, les choses se sont passées un peu comme dans un film justement, c'est-à-dire que je me suis dit je veux vraiment faire ça, j'ai écrit un scénario, j'ai essayé de convaincre des gens, et puis j'ai eu la chance de trouver des producteurs qui étaient prêts à partir dans une aventure un peu folle, et puis c'est parti comme ça, et puis voilà, j'avais envie de le faire avec certains acteurs qui ont dit oui, et puis c'est parti, voilà. Super. Alors François, l'oreille d'or, est-ce que vous aviez entendu parler de ce rôle clé dans un sous-marin? Et comment est-ce que vous vous êtes immergé dans ce rôle-là? Bonsoir déjà. Salut. J'ai pas compris, pardon. Non, est-ce que j'avais déjà entendu parler de l'oreille d'or, parce que c'est un métier que vous ne connaissez pas? Ouais, non, alors complètement étranger, moi, à l'univers des sous-marins. J'avais vu des films plus jeunes, je pense à La poursuite d'Octobre Rouge, Das Boot, où je crois qu'il y a quelques plans où on voit en effet un analyste à un moment ou deux, mais je connaissais pas bien, et en fait, en lisant le scénario, qui était tellement riche, et c'est vrai, centré sur ce personnage et son don, ça m'a hyper donné envie. Et en rencontrant Antonin, du coup, très vite, il m'a parlé de ce métier un peu fou qui était l'oreille d'or. Et Reda, je voulais aussi te poser une question par rapport à la première séquence qu'on voit où tu détruis un hélicoptère avec un RPG. C'est une des séquences qui m'a complètement bluffé, je pense que vous aussi. Comment tu as vécu ce tournage? Est-ce que tu l'as vraiment fait déjà? Est-ce que c'était cool? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ça? Alors, bonsoir aussi. Ouais, c'est assez cool de shooter un hélicoptère d'un sous-marin. Et c'est dans assez peu de films qu'on peut vivre ce plaisir-là. Donc voilà, c'était. Non, mais au-delà de ça, voilà, moi j'ai beaucoup aimé le scénario, la rencontre avec Antonin. Dès le début, j'ai senti qu'il n'allait pas juste remplir le cahier des charges d'un film d'action où il allait faire tout ce qu'on lui demande, mais qu'il y avait un point de vue, un regard là-dessus, une oreille là-dessus. Et puis pour la préparation, on a eu la chance de partir dans des sous-marins. Donc voilà, rien que ça, même si le scénario n'avait pas été aussi bien, je crois que je l'aurais fait quand même. J'imagine. Est-ce qu'on a déjà des questions ou pas? Là. Merci, bonsoir. Alors j'aurais une question pour Monsieur Baudry. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pour avoir choisi comme combat principal du film, entre guillemets, une confrontation entre deux sous-marins français et pas un sous-marin russe ou un sous-marin comme dans d'autres films? C'est une bonne question. Moi en fait, c'est une chose qui me hante beaucoup, le fait de vivre dans un monde dans lequel il y a ces armes-là. Enfin, disons, voilà, la possibilité par l'homme de se détruire lui-même. Et comme en fait, quand j'ai visité un sous-marin, on m'a expliqué que tout était parfaitement huilé, il n'y avait aucun risque d'erreur, il n'y avait pas de problème, etc. Et comme j'ai toujours l'esprit un peu mal tourné, je cherche toujours la faille de là où des systèmes qu'on me montre. Et du coup, j'ai commencé à m'imaginer ce qui pouvait poser problème dans le dispositif tel qu'il existe. Et je me suis rendu compte que là, il y avait éventuellement un risque. Et après, il n'y a pas de système sans faille, donc ils existent tous. Mais je me suis dit, là, il y a un endroit où le truc peut dégénérer. Et qu'est-ce qui se passerait si ça dégénérait? Donc moi, j'ai voulu essayer
raconter une histoire qui puisse se passer aujourd'hui, qui puisse se passer ce matin sans qu'on le sache. Et donc je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup rencontré de gens qui sont en charge de la dissuasion nucléaire, depuis l'Élysée jusqu'aux gens qui sont vraiment en charge des machines, etc. Et j'ai essayé à chaque fois de me mettre dans la peau des personnages, des personnes qui sont en charge de ça, en me disant qu'est-ce que je ferais si j'étais eux. Et assez rapidement, en fait, je me suis aperçu que s'il y avait des gens qui avaient une conscience, ils allaient essayer d'arrêter ce qui se passait, quel que soit le système, quel que soit ce qu'on leur disait de faire, ils allaient essayer de le faire. Et donc, voilà, c'est en réfléchissant en fait à comment marchent les choses que je me suis retrouvé moi-même dans cette situation comme une expérience de pensée. Et je me suis dit, bah ça pourrait arriver, et voilà, et c'est comme ça que j'ai continué écrire ça. Donc c'est vraiment totalement possible d'arrêter un tir nucléaire une fois qu'il a été ordonné. Oui, c'est totalement impossible. Et c'est une chose qui m'a beaucoup surpris moi-même. Et effectivement, je me suis fait confirmer vraiment par tous les gens qui sont en charge de ces questions-là. C'est impossible, ça fait partie de la doctrine de dissuasion nucléaire en France. Ça marche pas pareil dans d'autres pays, ça marche pas pareil aux États-Unis pour des raisons logistiques principalement. Et en France, de fait, l'ordre de tir vient directement du président de la République au commandant du sous-marin, donc le personnage joué par Reda. Il n'y a pas de... Donc, évidemment, tous les ordres sont codés. Il n'y a pas d'encodage pour un ordre d'annulation. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, voilà, je voulais vous poser une question. Donc bon, ça se passe sur l'univers du sous-marin. On connaît le côté exigu de cet appareil, et on connaît aussi le nombre de personnes qu'il y a sur un tournage. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez tourné en partie dans les sous-marins, comme a dit Reda, vous êtes parti une dizaine de jours, enfin je ne sais pas. Et je voulais savoir comment vous avez pu le faire, parce que c'est tout petit, il y a énormément de monde, et puis je suppose que pour la plupart, il doit y avoir des problèmes de claustrophobie, tout ça. Comment ça s'est passé, comment vous avez pu réussir à bien mener ce projet? Effectivement, bon, c'était un petit défi. Il y a des scènes qui ont été tournées dans des vrais sous-marins, qui sont principalement les scènes que vous voyez dans les coursives ou dans la salle d'évacuation à la fin, par exemple. Et puis il y a des scènes, tout ce qui se passe dans les salles des commandes a été reconstitué en studio. Et une des décisions qu'on a prises, c'était contrairement à d'autres films de sous-marins, enfin d'ailleurs la plupart je crois, on a tout fait à l'échelle 1, c'est-à-dire que la salle des commandes qu'on a reconstituée, elle a exactement la même taille qu'ont des salles de commande de vrais sous-marins, ce qui posait un certain nombre de défis techniques en termes de confinement, ce qui ouvrait aussi, à mon sens, beaucoup de possibilités en termes d'intensité et de vérité, et de réalisme, et de sentir, enfin je sais pas, je voudrais bien avoir pour ça l'éclairage de Reda et François, savoir s'ils l'ont vécu comme un enfer ou au contraire comme quelque chose qu'ils ont bien vécu. Mais moi, derrière la caméra, ça me donnait beaucoup de contraintes parce que je pouvais pas mettre ma caméra partout. Mais en tout cas, j'avais l'impression quand je filmais, j'avais l'impression de ne pas voir des acteurs et pas voir une fausse équipe. J'avais l'impression de voir un équipage de sous-marins qui était réellement en train d'interagir et d'essayer de se débrouiller avec l'espace comme il était. Et du coup, d'avoir les relations les uns aux autres qui étaient des vraies relations de proximité physique et humaine, qui étaient ce que je voulais essayer de montrer. Ouais, alors moi j'ai complètement halluciné quand on a plongé donc en préparation dans un vrai sous-marin avec un vrai équipage. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est un espèce de gros truc un peu imposant, une grosse masse comme ça, mais dès qu'on rentre, on le voit dans le film, c'est hyper exigu, hyper étouffant, et on est sans arrêt en contact les uns avec les autres, physiquement quand on se touche. Et même pour nous acteurs, c'était important de le voir et de rencontrer les mecs, parce que du coup, on se rend compte qu'ils sont tout de suite dans quelque chose d'intime, quoi. Ils n'ont pas le choix, et ils sont littéralement les uns sur les autres quand ils dorment. Enfin, c'est une espèce de grande colocation comme ça. Et du coup, c'était important pour nous de s'approprier cet espace-là. Et même on a vu, je me souviens, une coach de mouvement
en amont du tournage pour apprendre à se connaître les uns les autres physiquement, pour apprendre à se mouvoir tous ensemble, pour qu'à la fin, il y ait une forme de ballet qui prenne forme dans le CO, quoi, le centre opérationnel. Et c'est tout. Et tu parlais de t'approprier l'espace. J'avais une question avant qu'on passe la parole. Comment s'approprie justement le langage des sous-mariniers? Parce qu'il y a un langage tellement spécifique que c'est carrément une autre langue, quoi. Quand on lit un scénario et qu'on voit quasiment une autre langue, comment on réagit? Comment on s'approprie un tel rôle? Ça faisait vraiment dès le début partie de la boussole du projet, quoi. C'était vraiment la direction, puisque avant le scénario, il y avait une petite note que Antonin avait écrite dans la page de garde, qui disait qu'il avait décidé vraiment sciemment de conserver tout le langage tel quel, pour que ce soit le plus réaliste possible, même si on pouvait perdre des choses de sens et sans les sous-titrer, voilà, sans changer des choses pour les simplifier, sans les sous-titrer. Et du coup, quel effet ça produit? Ça produit presque l'effet de jouer des fois dans une langue étrangère et d'être ensemble dans une musique qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors on a eu tous une petite formation avant voilà, pour savoir quand même plus précisément ce qui est dit, sur les choses de détection, etc. Moi personnellement, ayant arrêté les mathématiques en classe de 4e, j'ai eu beaucoup de mal dans cette phase-là. Mais en revanche, par moment, je sais pas, je dis cap au 2-7-0. Et en disant ça, il y a une autre intention qui est mise, qui est celle du danger, celle du danger pour mon équipage, pour un ami, voilà. Et l'idée, je trouve très intéressante, c'est de pouvoir jouer des sentiments dans un cadre hyper technique, dans lequel on s'affale pas sur ces sentiments. Et puis on a tourné souvent dans la continuité. Toute la scène du prologue, par exemple, avant le fameux hélicoptère, c'est une scène qui dure à peu près 20 minutes, un peu plus de 20 minutes, et on faisait des prises de 20 minutes. Donc ça, collectivement aussi, c'était une chose qui faisait vraiment prendre la sauce ensemble, et on avait l'impression de jouer presque comme au théâtre, en fait, où on partage ensemble un moment, plus long que souvent, comme c'est le cas au cinéma, où on découpe beaucoup. Donc il y avait voilà, toutes ces choses-là qui faisaient vraiment un trait d'union entre ce qu'on avait pu voir dans la préparation sur comment c'est réellement dans un sous-marin et tout ce qu'on reconstituait en studio. Finalement, c'était assez peu décalé. Si ce n'est que nous, on n'était pas en danger, on s'amusait bien, on jouait. Sauf quand on nous balançait des balles dessus. Petite anecdote. On a une question? La pression. Bonsoir, déjà merci beaucoup, c'est un film absolument incroyable. Et du coup ma question était, comme c'est un film qui est sur la foi dans le son aussi, comment on joue et comment on crée une mise en scène qui coïncide à ce point-là, l'image, mais qui doit aider le son à avoir autant de sens, parce que c'est incroyable comment le sound design fonctionne et comment on croit à la puissance du son dans l'histoire. C'est vrai que moi quand je suis rentré dans un sous-marin la première fois, ce qui m'a frappé c'était les sons. Et c'était à cause des sons aussi que j'ai envie de faire un film. Et alors on parlait tout à l'heure du langage, ça en fait partie. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivé je comprenais rien. Je le dis aujourd'hui, je comprenais pas un mot de ce que j'entendais autour de moi. Bon, alors, évidemment au bout de plusieurs jours d'immersion je commençais à comprendre. Mais j'ai voulu mettre le spectateur aussi dans cette position-là de vivre les mots comme des sons et aussi les sons comme du langage. À certains moments. C'est-à-dire que quand l'oreille d'or détecte un son, c'est aussi un son qui déclenche une action, qui veut dire quelque chose, etc. Alors après, ça concrètement, parce que la question est aussi concrète, ça veut dire un gros travail en post-production sur la création sonore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sons qu'il faut arriver à créer justement un langage des sons qui fonctionne durant tout le film, à la fois de manière narrative, esthétique. Je donnais l'exemple tout à l'heure, par exemple le son des torpilles qui avancent sous l'eau, à la fin dans le combat de torpilles. J'arrivais pas, j'étais jamais content avec les sons de torpilles, ils me faisaient pas peur, ils me faisaient pas rêver, enfin ils m'énervaient. Et finalement j'ai fini par trouver le bon son en prenant je sais pas comment ça s'appelle,
cri de serpent que j'ai mélangé avec un rugissement de lion. Et c'est ça les sons de torpille que vous entendez. Mais ça a été, mais voilà, c'est des trucs un peu comme ça, il y a un peu de hasard des fois aussi dans les sons qu'on trouve, mais ça a été un gros travail de création de cet univers-là. Et comme je l'avais présent dès le début et dès le tournage, etc., je savais qu'il fallait que je le conçoive autour de ça. Voilà. Alors c'est marrant parce que tu parlais du son. Il faut savoir que le film a été mixé au Skywalker Ranch et que le monteur est aussi un monteur qui a travaillé sur La mémoire dans la peau de Doug Liman et sur des films de Terrence Malick. Donc comment on prend les services de personnes aussi prestigieuses, on va dire. Non, c'est deux cas complètement différents, parce que dans le cas du monteur, en fait, j'avais vraiment envie de travailler avec lui, donc je suis allé le chercher, en fait. Et je l'ai ramené dans ma valise, quasiment. Dans le cas du Skywalker Ranch, c'est différent, c'est eux qui ont en fait vu un premier montage du film par des connaissances interposées, et c'est eux qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient envie de faire le son de ce film. Donc c'est Randy Tom, en fait, le sound designer principal, et c'est celui qui travaille sur Apocalypse Now et tout ça. Et je pense que ça l'a intéressé parce que c'était un film sur le son, justement. C'est-à-dire que en partie, c'est une des facettes du film, mais disons que le son est un personnage important du film, et